Saint-Michel. Tout le monde connaît le fameux archange, chef des armées célestes selon la tradition catholique, qui affronte le démon et ses troupes pour les repousser en enfer. Cet archange a donné son nom à une ligne reliant 7 sanctuaires traversant toute l'Europe, des îles Skellig au bout de l'Irlande jusqu'au mont Carmel en Israël. Cette épée de Saint-Michel serait la trace du coup qui a définitivement repoussé le démon au centre de la Terre. Cette ligne passe en France et en Italie par plusieurs sanctuaires renommés, et un pèlerin, Éric, a décidé de parcourir les près de 2000 km qui séparent le mont Saint-Michel en Normandie et le mont Gargan, ou Gargano, premier sanctuaire européen consacré à Saint-Michel, à l'est de Rome en Italie sur la mer Adriatique. Mais cette ligne, que certains considèrent être un hasard uniquement, n'est peut-être pas qu'un simple alignement géographique. Vous êtes sur le deuxième épisode du podcast Le Triskel de la carte des hauts lieux énergétiques, la carte qui référence un grand nombre de lieux et de trajets énergétiques. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description. Comme précédemment, j'attire l'attention des auditeurs que cet entretien réclame quelques connaissances en énergétique des lieux, plus couramment appelée géobiologie. Si vous ne connaissez pas ce domaine, je vous enjoins de parcourir les livres de Georges Prat, Jacques Bonvin, Stéphane Cardinaux et bien d'autres. Éric, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à vos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau pour discuter de ce chemin michaélique que je qualifiais de nouveau chemin de Compostelle. Lors du premier épisode, nous étions entretenus de votre formation, de la manière dont vous aviez trouvé ce chemin. Nous avions pas mal discuté autour de la ligne. Aujourd'hui, j'aimerais entamer cet entretien en évoquant avec vous les mégalithes que nous avons peu évoqués que nous n'avons pas évoqués lors du premier entretien. Et pourtant, ils sont bien présents sur la voie. Oui, ça a été une des très belles surprises, une des premières belles surprises de ce chemin. Cette présence des mégalithes qui est très très forte entre le mont Saint-Michel notamment et la Touraine, où j'ai marché pendant une quinzaine de jours de mégalithe en mégalithe. Des dolmens, des menhirs dressés d'une façon particulière, très souvent dont l'orientation correspondait à l'orientation de la ligne. D'accord. Et ça a été une très belle expérience. Donc c'était des pierres dressées, des menhirs qui permettaient de renouveler la ligne, de marquer la ligne dans le territoire, à votre avis? En fait, je pense que cette ligne, elle existe depuis la nuit des temps, en tout cas depuis l'époque mégalithique. Donc le mégalithisme, en gros, c'est entre moins 4000 et moins 2000 avant Jésus-Christ. Donc c'est une période de 2000 ans, c'est avant les Celtes, etc. Donc on est dans une époque très ancienne. Mais après avoir marché sur la ligne pendant 109 jours, j'ai la conviction intime, parce que je veux pas le prouver, mais j'ai cette conviction profonde que ces lignes étaient là bien avant la chrétienté et bien avant l'histoire écrite. Et j'en veux pour preuve. Donc non seulement il y avait beaucoup de mégalithes entre le mont Saint-Michel et Tours, mais j'ai trouvé quelque chose de très très curieux, notamment dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne, au-dessus de Saint-Michel de Maurienne. Donc on retrouve l'idée de Saint-Michel, mais au-dessus, dans des villages, notamment un village qui s'appelle Traversaz, où cette énergie tellurique passe par là, et avec des choses. C'est une succession à flanc de montagne, une succession de sites mégalithiques, de dolmens. Alors les archéologues disent oui, mais non, c'est pas tout à fait un dolmen parce que la pierre était là. Ok, la pierre était là, mais elle a été soulevée. Alors c'est des dalles qui font plusieurs dizaines de tonnes, qui ont été soulevées. Des pierres ont été posées dessous, et pour l'avoir vérifié à l'antenne de l'Écher, je sais que la ligne passe exactement dessous. Donc c'était des lieux d'initiation. Et sur ce flanc de montagne, encore une fois, plusieurs églises et plusieurs sites mégalithiques dans des endroits improbables. Donc pour moi, c'est le signe d'une connaissance extrêmement ancienne. Bien sûr. Ok, d'accord. Et donc après, pour vous, on connaît les rôles de ces menhirs et dolmens. Alors, il y a certaines hypothèses. Enfin voilà, il y a plusieurs hypothèses. Quelle est la vôtre? Alors, pour moi, on va faire les choses simplement. Je pense qu'il y a plusieurs lectures de ces lieux, mais c'était des lieux qui étaient destinés à ce que les gens, à faire du bien en fait aux gens.
Ok. Mais c'est aussi c'est le but de tout lieu sacré. Et on retrouve des constantes, hein. C'est-à-dire que sur un dolmen, par exemple, vous avez plusieurs chambres, souvent deux, parfois trois. Mais vous avez toujours un lieu de décharge, une première chambre où en fait vous arrivez avec vos problèmes, avec vos mots du quotidien ou vos mots de santé, et vous vous déchargez dans une première chambre, et puis ensuite vous allez dans le cœur de l'espace sacré, dans la deuxième chambre, en l'occurrence sur un dolmen, et que là vous vous rechargez positivement. Exactement. Et c'était aussi l'idée dans nos églises, Bien sûr. où il y avait ce qu'on appelait la pierre de décharge, Exactement. où le fidèle arrivait, se déchargeait énergétiquement, il y avait un circuit à faire pour rentrer dans l'église avant de s'asseoir pour l'office. Et voilà, en fait, ces principes sont... Oui, ils sont universels et ils sont ils sont- éternels. Enfin, pas éternels, mais au moins, ils ont 5 bons milliers d'années, quoi. voilà, C'est toujours les mêmes principes. c'est toujours les mêmes principes pour une raison simple, c'est que ça touche à la nature même de l'être Bien humain, sûr, quoi, qui est un être effectivement. spirituel. D'accord, ok. Et donc vous avez eu des expériences fortes sur certains de ces mégalithes? Parce que après il y en a beaucoup pour les églises et les sanctuaires, mais après les mégalithes étaient quand même là avant, et c'est pas parce que les mégalithes, et c'est pas parce que, et c'est pas parce qu'on parle tout le temps des sanctuaires que les mégalithes n'ont pas aussi des lieux parfois, ne sont pas des lieux qui vibrent extrêmement haut. Oui, alors non, j'ai ressenti des très belles énergies sur des lieux mégalithiques, mais pas des choses extraordinaires comme j'ai pu le sentir par la suite sur la partie italienne, notamment dans des lieux étrusques D'accord, ou sur certaines églises. Donc des très belles énergies, d'accord. mais pas des grands coups de cœur ou des grands moments énergétiques comme j'ai pu le vivre après. Ok, Mais ok. des très beaux moments, ça me fait toujours Bien du sûr. bien Ah bah évidemment. de m'asseoir Évidemment. dans un dolmen. Évidemment. C'est toujours une belle expérience. Et donc vous parliez d'un monument étrusque. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous est arrivé? Oui, oui. Alors là, j'étais vraiment dans un endroit où j'avais pas la carte hein, de cet endroit-là. J'avais plus de batterie dans mon téléphone portable et je me suis perdu dans des montagnes. Je sais même plus bien où. C'était après. C'était C'était pas loin de Sienne, je crois. Ouais, j'étais C'est pas loin de loin. Sienne. C'est Exactement, pas loin j'étais de pas Sienne. loin de Je crois que c'est avant Sienne. l'arrivée à Sienne. Exactement, ouais, je vois que vous avez bien lu le blog. Et Oui. c'est Oui, oui. ouais, c'est ça. Et puis donc je m'étais perdu. Puis là, je tombe sur un panneau touristique indiquant un tombeau étrusque. Mais il y a jamais de hasard quand on se perd. Hein. Ça c'est une constante. Et donc je décide d'aller dans ce tombeau étrusque. Il y avait absolument personne. Il était 10 heures le matin dans cet endroit perdu. Il pleuvait. Et c'était un théâtre assez énorme. Je suis accueilli par une famille de marcassins qui l'allée était là, les marcassins étaient là, et puis donc il m'aperçoit, il se carapate à toute vitesse quand il me voit, sauf il y avait un marcassin qui était occupé à manger par terre, et donc lui il m'a pas vu arriver, donc il était terrifié. Donc le premier terrifié de ce lieu c'était le marcassin et pas moi. Bref, je rentre dans ce tumulus étrusque. Et il y avait là plusieurs chambres hein, où certainement c'était des lieux de sépulture, hein. Mais pas que. J'ai l'intime conviction que ces endroits étaient aussi des endroits d'initiation parce que vu l'arrangement des chambres mortuaires, ça n'était pas que des tombeaux et notamment il y avait une sorte de mur creusé dans la roche si vous voulez. Enfin les chambres étaient derrière et pour moi cette ligne Athéna que je suivais passait par ce mur et j'ai senti un moment très fort en Accroupissant. accroupissant, pardon, Accroupissant. à cheval là, sur cet espace. Ça a été très 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 particulier, D'accord. mais j'ai vraiment senti un flux énergétique et une sensation extrêmement forte de de faire corps avec la terre, quoi. Tout à Pour fait. moi, cet endroit était lié à l'énergie de la terre. Ok. C'est la même une initiation est la même chose qu'un pèlerinage, c'est-à-dire qu'une initiation cherche à modifier
l'énergie de quelqu'un en donnant un impact énergétique généralement majeur, généralement fort, sur un des points énergétiques plus communément appelés chakras de la personne. Et donc là, au vu de ce que nous dit Eric, là c'était un endroit qui avait un impact tellurique, un endroit lié à la Terre de manière Ouais. très importante. Ouais, c'était clair. Ça formait une petite colline. Alors certainement que c'était sur un bloc rocheux qui avait été creusé, mais ils avaient certainement mis de la terre tout autour pour que c'était vraiment très très rond. Et la nature en profitait parce que les arbres au-dessus de ce tumulus étaient magnifiques, Ah oui, tous extrêmement droits. Enfin, la nature, c'était beau quoi. C'était ouais, beau. ils étaient beaux. La nature C'est était un bel endroit resplendissante. quoi, On sent que tout était encore une fois en harmonie. à sa place. Et tout était à sa place. Et donc ça, c'était un bon moment, hormis le fait que j'ai senti qu'il fallait que pour compléter cette initiation entre guillemets, qu'il fallait que je rentre dans un couloir creusé dans la pierre et un couloir où on ne pouvait y aller qu'accroupi. Et j'ai moyennement goûté la présence de centaines d'araignées. Voilà, Voilà. ça c'était moins Partie rigolo. des risques du métier quand on rentre tout de suite dans la terre, quand on fait des petites choses dans les souterrains. Ouais, Bref. c'est ça. Alors, j'ai eu une autre expérience dans un lieu étrusque. Alors, les Étrusques, c'était sur une période, bon, moins 500 à moins 200 avant Jésus-Christ, hein, c'est à peu près la fourchette, hein, peut-être même un peu plus tôt. Mais c'était des gens qui avaient une science importante. Ils étaient vus comme des sages dans la région et ils étaient surtout implantés en Toscane. D'accord. Et à un moment donné, avant d'arriver sur Assise aussi, j'ai vécu un chouette moment là dans la montagne. Là, j'ai fait 1 heure et demie de détour pour aller chercher un tombeau étrusque. Alors je dis tombeau étrusque, mais c'est vraiment entre guillemets parce que pour moi, je vois pas ce que ça peut être. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça en tombeau puisque imaginez un trône sculpté dans la pierre, mais au flanc de montagne. Et c'était fermé par une porte en pierre. Donc il y avait la place pour une personne, hein, deux en serrant. Imaginez un banc incrusté dans la montagne. Et bon, il aurait fallu que le mort soit assis, hein, ce qui est tout à fait possible. Et je suis pas un familier de la façon dont des rites mortuaires chez les Étrusques. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que cette porte en pierre qui avait donc au moins 2200 ans, je l'ouvrais et je la fermais avec un doigt. C'est-à-dire que les pivots de la porte étaient façonnés d'une façon tellement précise qu'il n'y avait aucun effort à faire pour ouvrir et fermer cette porte de pierre qui était énorme. Impressionnant. Ça m'a Ouais, impressionné, ouais, tout à vraiment fait. impressionné. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Alors, on va s'attarder un petit peu sur les endroits. On n'en a pas trop parlé. On a été un peu généreux. On a vu les choses de manière un petit peu générale lors du premier podcast. Aujourd'hui, on va essayer de s'attarder un petit peu sur les belles surprises, sur les bonnes et moins bonnes surprises. On parlera des territoires marqués négativement ensuite. Mais voilà, si vous avez une bonne surprise du chemin, une bonne quelle est la bonne surprise? Par Ouais, exemple, vous me parliez en préparant ce podcast, on parlait d'assises où là les deux courants, donc le féminin et le masculin, je renvoie pour la précision sur les distinctions entre masculin et féminin, je renvoie au premier podcast. Et vous me disiez que les deux courants traversaient toute la ville d'Assise et ils étaient l'un à côté de l'autre. ouais. Bon, Assise, c'est la ville évidemment de Saint-François et de Clare. Donc là aussi, pour moi, c'est important de le dire parce que c'est le féminin et le masculin. Et les deux courants, donc Athéna et Apollon, ont un parcours tout à fait singulier dans cette ville d'Assise, où si ailleurs ils serpentent, alors là, dans Assise, c'est plus des serpents, mais ils font des nœuds. Hmm. Et on a l'impression que toute cette ville d'Assise est innervée par ces deux courants Ah oui, telluriques. elle baigne. En fait, en arrivant sur Assise, souvent les deux lignes s'accompagnent. Et il faut savoir qu'elles se croisent. Le croisement a lieu sur la maison natale de Saint François d'Assise. D'accord. Ok. Donc Oui, oui. c'est pas rien. Et si je peux me permettre, on retrouve les lignes sur tous ces lieux de vie.
C'est-à-dire après, ses parents sont devenus un peu plus riches, ils étaient drapiers, voilà, ils vendaient des étoffes, donc les affaires du père fonctionnaient bien, ils ont changé de maison, une maison un peu plus cossue, et là on retrouve la ligne, là on retrouve le courant Apollon, les deux lignes sont parallèles aussi sur un endroit dans lequel il allait à la messe, hein, où il a fait sa communion, etc. Bref, une présence très forte, comme si les deux lignes baignaient vraiment D'accord. toute cette ville d'Assise qui est quand même très particulière. Donc, ce qui signifie, est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir un lien entre la sainteté de certaines personnes, de certains mystiques, et ce courant tellurique, et ces courants telluriques? Alors, pour moi, oui. La réponse, j'ai du mal à pas répondre franchement. Donc oui, pour moi ça me paraît être une évidence parce que sur un seul itinéraire, sur cet itinéraire Athéna que j'ai suivi, on croise un nombre de mystiques qui est phénoménal. Donc la dernière fois, on parlait un tout petit peu de Sainte Bernadette Ouais, à à Nevers. Nevers. Alors attendez, je vous arrête pour rappeler quelques petites choses. Il s'agit de Sainte Bernadette de Lourdes, donc il y a Oui. bien eu les apparitions à Lourdes, pas à Nevers, mais qui, après les apparitions, quelques temps après les apparitions, est rentrée au couvent à Nevers et qui a terminé sa vie et qui est actuellement enterrée à Nevers, donc justement sur le courant Athéna. Voilà, petite précision en passant pour nos auditeurs. Oui, Allez-y, oui, oui, allez-y, continuez. merci de ces Mais, précisions. Et puis, donc après, le courant passe à Mian, qui est à côté de Chambéry, qui est un site marial très important. Bon, il passe aussi à Lyon, Saint-Irénée de Lyon, etc., qui est un grand personnage mystique. Bon, Saint-François d'Assise, sur etc. ce point-là, ça m'a étonné. Par exemple, le courant passe dans la ville de Tours, mais il ne passe pas sur le tombeau de Saint-Martin. Ça m'avait étonné. Alors Saint-Martin, c'est un des grands saints patrons de la Gaule et donc et de la France. Et bizarrement, le courant passe à côté. Vous confirmez? Alors, je dirais pas ça. Je dirais que j'en sais rien parce que j'ai D'accord. pas pu y avoir accès. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est particulier. L'abbaye de Marmoutier est aujourd'hui un domaine privé Oui. d'enseignement catholique. Ouais, tout à fait. Et j'avais fait la demande pour pouvoir y rentrer, mais Non, ça n'a pas été possible. non, ça n'a pas été possible. Donc j'étais hors saison, etc. Donc je peux pas confirmer. Honnêtement, je peux pas confirmer. Ce serait étonnant que le Oui. courant n'y passe pas. Bah oui, oui. Mais je peux pas, n'ayant D'accord. pas expérimenté, Ok. je peux pas vous l'affirmer. Donc effectivement, c'est Saint-Martin pour moi est sur la ligne, mais je peux pas vous le certifier. D'accord. Un autre grand mystique, évidemment le Saint Curé d'Ars, qui est également sur la ligne Athéna. Je crois que donc vous êtes passé par Arras et vous êtes resté une nuit là-bas. Alors, effectivement, je suis passé à Ars. Alors Ars, c'est un très bel endroit, une basilique tout à fait intéressante avec une très très belle énergie. Avec un phénomène un peu particulier quand même. Bon, là, on est au niveau énergétique et j'espère que je choquerai personne, mais pour être rentré dans la maison de Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, saint patron de tous les curés de l'univers. Exactement. Donc, son histoire dit qu'il a énormément lutté contre les forces du mal et qu'il avait des nuits Difficile. difficiles, épouvantablement agitées. Et au niveau énergétique, ça se ressent encore Ah oui. sur sa chambre, parce qu'on passe, c'est vitré, mais on peut passer. Sa maison est à 2 pas de la basilique, et énergétiquement, je ne recommande pas le passage auprès de sa D'accord. chambre. Ah, Bon, c'est voilà. intéressant, information intéressante. Ok, mais justement sur ce point-là, on reviendra sur les mystiques après. Vous avez noté sur votre chemin des territoires un peu négatifs. Ok. Donc, vous parlez, évidemment, il y a le Berry qui est connu pour être une terre de sorciers, mais il y en a d'autres que vous avez pu repérer? Ouais, alors un endroit, un terroir dans la Sarthe auquel je ne m'attendais pas. Bon, je n'ai pas envie de le citer pour Oui, oui. choquer personne, mais bon, voilà, je venais de traverser la rivière de la Sarthe
Et d'à côté de la rivière, j'étais très étonné. Enfin voilà, les gens disaient, tout le monde se disait bonjour quand je réponds, quand je faisais un signe, etc. Puis je traverse la Sarthe, je traverse un pont, et puis là, je vois beaucoup de détritus dans les chemins. Plus personne ne me disait bonjour. Très très étonnant. Enfin bon, ça a été assez compliqué et je suis tombé sur une église qui, malgré le fait qu'elle soit placée sur le chemin de Saint-Martin, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout à l'intérieur. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Donc, ok, bah oui, malheureusement, ça arrive. Il y a des charges, il y a des entités dans certaines églises, etc. Bon, il faut savoir que ça existe. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en géobiologie sacrée et qu'il faut être prudent. Il y a aussi, voilà, il y a des forces avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il ne faut pas faire n'importe quoi Ouais. en ce domaine. C'est-à-dire que quand on s'ouvre à des énergies plus hautes que ce qu'on ressent d'habitude, on reçoit la lumière, mais on reçoit aussi parfois des énergies un peu plus hautes dans le négatif. Bien sûr. Et donc là, à ce moment-là, il faut savoir aussi un peu s'en protéger. Et puis, moi, j'ai pas le niveau pour corriger ça. Ah oui. Donc, l'évitement, dans ces cas-là, me paraît la meilleure chose à faire. Et donc, à l'inverse, vous avez trouvé des terres un peu mystiques. Là, je lis, on avait parlé, donc, alors on parlera de Sienne, on a parlé d'Assise. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Cluny et le Mâconnais Alors, le Mâconnais est une région. Alors déjà, c'est magnifique, hein, donc c'est un bonheur c'est la Bourgogne. c'est un bonheur de traverser la Bourgogne à pied et tout le Mâconnais, cette partie là de Solutré, c'était absolument fabuleux. Cluny, donc bon, un lieu très important et c'est un lieu de croisement des deux courants, Exactement. Athéna et Apollon. Alors sur le lieu du croisement lui-même, j'ai pas grand-chose à vous dire puisqu'il est dans une cour. Il y a une D'accord. énergie qui est agréable, mais bon, Sans plus. voilà. Cluny est un lieu énergétiquement qui a été très très fortement perturbé parce que Bien sûr. très très fortement détruit. Il Bien sûr. resterait 10% à pleine de la L'édifice grande, original, ouais, tout à fait. voilà, de la grande église de Cluny. Pour les auditeurs, l'ordre clunisien est un des plus grands ordres monastiques créés au Moyen Âge. Il date, si mes souvenirs sont exacts, à peu près du Xe siècle, je crois. Et il avait irrigué, il a construit beaucoup de prieurés, beaucoup de monastères dans toute l'Europe. Et c'était un ordre monastique extrêmement puissant, extrêmement fort, et qui lui aussi maîtrisait la science tellurique, la science des énergies. Ok, et donc justement, donc sur ces croisements, donc les croisements de ces courants telluriques, donc quelle a été votre expérience la plus importante? Vous parliez Alors, de Sienne. ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'il y a un croisement que l'énergie va être Ah, toujours ah ouais, va être plus forte. au rendez-vous. Ah ouais. Voilà. Moi, personnellement, par exemple, à Bourges, j'ai pas ressenti grand-chose. Mais je dis pas que Ah c'est oui. probablement moi, soit j'étais pas dans les conditions adaptées pour ça, ou j'ai pas le niveau simplement pour ressentir des choses importantes sur Bourges. Hein. J'ai aucune prétention à tirer des conclusions là-dessus. Par contre, hein, dans deux endroits de la ligne où j'ai vraiment ressenti des choses magnifiques. La Sacra di San Michele au pied des Alpes, à côté de Turin, mais alors surtout Sienne. La cathédrale de Sienne, c'est pour moi une merveille absolue. Mhm. Alors déjà, bon, c'est vraiment un lieu mystique. C'est Ouais, évidemment d'accord. un lieu catholique, mais ça va au-delà de Oui, ça. oui, d'accord. Puisque il faut savoir que quand même, quand on est accueilli sur la cathédrale de Sienne, la première mosaïque au sol, enfin voilà, c'est un pavement de marbre, c'est Hermès Trismégiste, hein. D'accord. Donc voilà, le dieu des mystères, etc. C'est vraiment, on est dans un lieu alchimique D'accord. très fort, très particulier. Et là, j'ai vécu une expérience tout à fait spéciale. J'étais à la recherche de mes deux courants, je les ai trouvés rapidement et à peu près au milieu de la nef. Et là, je me suis posé, je me suis mis, alors que c'était bondé de touristes, hein, Oui, oui. et je suis resté là peut-être une demi-heure, hein, 30, 40 minutes. Mais là, j'ai vraiment été gourmand parce que je me suis chargé d'énergie comme jamais. D'accord.
Et je suis ressorti de là. J'étais une vraie centrale nucléaire, quoi. J'ai pas dormi de la nuit. Je pense que j'aurais dû aller casser des cailloux parce que vraiment j'étais voilà, j'ai ce qu'on appelle chargé, mais à la fois c'était beau, hein, Bien sûr. c'était très très agréable, mais un sentiment très particulier quand même. Ouais. Très, très particulier. Il y avait trop Ben, de monde, trop de non, non, mouvement. non, c'est-à-dire que j'étais seul là, posé à cet endroit-là qui est Ah ouais. absolument invisible. Hein. Il y a Oui, aucune oui. marque au sol ni rien. Simplement, il y a des alignements dans l'église. Il y a deux statues de Saint-Michel qui se répondent. Il y a d'autres choses qui vous marquent sans le montrer, Sans mais le qui montrer, marquent d'accord. quand même l'endroit L'endroit. du croisement. Si on regarde bien. C'est un peu caché, c'est symbolisé comme C'est d'habitude, symbolisé j'imagine. comme D'accord. d'habitude. Voilà. Bon, je me Ok. suis posé là et j'avais tous ces gens autour, tous ces touristes qui regardaient partout parce que les yeux peuvent se poser partout dans la cathédrale de Sienne. Et moi, j'étais là juste pour profiter du lieu et j'ai vraiment vécu un très très beau moment intérieur D'accord. de De contact, communion, de ouais, de contact. communion, d'exact point entre la terre et le Et ciel. ciel. Voilà, c'est Ah, ça la d'accord. meilleure définition de ce D'ex- que j'ai ressenti, c'était ça. Et j'étais là, moi, tout seul, là. Il y avait des centaines de personnes autour de moi, mais j'avais l'impression d'être seul au monde et d'être à ma juste place entre le ciel et la terre. Et c'était un beau moment. Voilà. Parfait. Bah, c'est exactement ce pourquoi on fait un pèlerinage. C'est exactement pour ce type de sensation qui peut changer une vie. Ça renouvelle, ça, vous voyez l'univers différemment. C'est typiquement pour ce genre de moment. C'est très précieux. Très précieux. Ouais. Merci d'en parler et merci d'en parler si ouvertement. Non, mais ça fait partie de ce qu'on doit faire. À la fois, c'est le paradoxe de ce type d'expérience. Ça doit être personnel, mais ça doit être, enfin, en tout cas, ma vision des choses, c'est que ça doit être partagé. C'est important de partager parce que ces endroits existent pour le bien de tous. Oui, Voilà. bien sûr. C'est Évidemment. quelles que soient ses croyances, c'est pas forcément une question de croyance. Si on croit, on renforce les choses, on a un accès plus facile à la spiritualité, mais c'est aussi une question de ressenti dans son être en fait. Ok. Euh, on avait évoqué rapidement la Sacra. Un Sacra Ouais. donc, qui est un des autres lieux très importants de cette ligne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la Sacra di San Michele. Alors, pour vos auditeurs qui sont pas au fait de l'édifice, en fait, il faut savoir que c'est l'endroit qui a inspiré Umberto Eco, puis après Jean-Jacques Hano, pour le nom de la rose. D'accord. Donc, c'est un monastère totalement improbable, en haut d'un piton rocheux, Exactement. à la sortie du Val de Suse. Donc, c'est la porte des Alpes pour les Italiens. Et c'est à côté de Turin. Ouais. Et puisqu'on est sur une émission qui parle de sites sacrés et d'alignement, il faut savoir quand même que la Sacra di San Michele, en gros, de la Sacra au Mont Saint-Michel, il y a 800 km, et puis de la Sacra au Mont Gargano, il y a 815 km. Ouais. Elle est à 1% près, même pas 1% près, elle est à l'exact milieu D'accord. entre le Mont Saint-Michel et le Gargano. Exactement. Donc pour moi, quand je suis arrivé à la Sacra di San Michele, c'était la mi-parcours. Ouais, c'était la moitié du chemin. Voilà, c'était la mi-parcours au moins spirituel. D'accord. Et j'ai été servi, comme tous ceux qui vont à la Sacra di San Michele, puisque c'est effectivement un lieu très particulier. Alors déjà, on est accueilli par une immense statue de Saint-Michel, et pas n'importe quelle statue. C'est la symbolique est très très belle. Déjà, c'est un être un peu androgyne, et moi, ça me convient bien, ce mélange de féminin et de masculin. Ok. C'est-à-dire qu'il a une épée, mais Mhm. il n'est pas en guerrier. Ok. Puisqu'il ne tient pas son épée, il a une main vers le sol, une main vers le ciel, et son épée est plantée dans le rocher. Donc là, la symbolique de la maîtrise des courants telluriques, des énergies de la Terre, elle est particulièrement forte. D'accord. Donc ça, c'est le premier accueil à la Sacra di San Michele. Ensuite, vous montez l'escalier des morts. D'accord. Parce que Ah oui. les moines, hein, notamment l'hiver, quand il y avait beaucoup de neige, on descendait pas les corps, voilà, bon, ils étaient laissés dans des sortes de niches immenses sur cet escalier
monumentale. Alors j'emploie beaucoup de superlatifs, mais vraiment la Sacra San Michele, ça le mérite. Et puis ensuite, vous êtes accueillis en haut par la porte du zodiaque avec toute une symbolique païenne absolument sidérante. Ah oui, d'accord. Donc Ah oui, sur un lieu chrétien. Ah ouais, sur un lieu chrétien. Ouais. Ça, je sais que ça arrive de temps en temps. Il y a de temps en temps des symboles du zodiaque dans certaines cathédrales, mais c'est rare quand même. Alors c'est rare. Et puis et là, on va trouver alors pas que la symbolique du zodiaque, mais on va trouver des sirènes, ce qu'on appelle des sirènes bifides, donc des sirènes avec deux queues. Et c'est Alors, des oui, ça c'est la symbolique de la vouivre du courant tellurique. alors oui, exactement, et du croisement. Et du croisement. Voilà, deux queues de sirène. Voilà, bon, et on trouve ces symboles-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la symbolique correspond toujours à un niveau énergétique d'un lieu. C'est-à-dire qu'il y a j'ai trouvé certains symboles 2 ou 3 fois, pas plus, dans mon voyage, mais toujours sur des lieux à l'énergie extrêmement haute. Et spécifique. Et spécifique. Bon, vous avez un endroit qui est sur la ligne, qui est pas loin de Cluny, qui est Percy-les-Forges, qui est connu pour des représentations de Saint-Michel tout à fait particulières. Il y a des sirènes bifides, il y a des déesses mères qui nourrissent au sein 2 serpents. Et ça, c'est des symboles que, encore une fois, l'on trouve que dans des églises, ce qu'on appelle des églises initiatiques. Oui, donc raison pour laquelle il faut être capable de décrypter les symboles, de lire les statuts et de lire ce qu'il y a de marqué pour comprendre symboliquement et énergétiquement ce que ça signifie et ce qu'il faut faire par derrière. Il y a toute une lecture à avoir de nos édifices. Absolument. Alors humilité déjà, parce que bon, vous ne comprendrez, on ne comprend qu'un petit pourcentage du lieu, et puis voilà, les connaissances livresques que l'on peut avoir, c'est à ce moment-là qu'elles doivent servir. Un édifice religieux, ça se lit comme un livre, mais il y a tout un tas de niveaux. Oui. Pour les lire. Vous pouvez avoir accès à 5%, 10% ou 80% d'un lieu. Et justement, par rapport à vos accès, il vous est arrivé d'avoir des petites missions envoyées de l'autre côté, sur des petites missions, des petites choses à faire, un petit nettoyage, des choses à faire. Alors, je dis petit, mais c'est peut-être pas petit, c'est peut-être grand. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Alors, ce que je peux dire à ce sujet, bon, déjà, je suis, ça fait que 2 ou 3 ans que je m'intéresse vraiment à la géobiologie sacrée, donc pour moi je suis un tout petit débutant, donc c'est important de le dire, et ne surtout pas préjuger de ses capacités. Mais oui, vous avez raison, il m'est arrivé de sentir des énergies négatives dans des églises et de faire ce qu'on appelle un nettoyage de ces énergies, donc de les faire monter vers la lumière. Ou bien ça m'est arrivé aussi, alors je ne faisais pas du tout ça systématiquement, mais parfois on peut faire ce qu'on appelle l'activation d'un lieu. Donc une église comme oui. Des mégalithes, ça peut s'activer d'une façon particulière si on a appris à le faire. Et si on est dans les conditions pour le faire, je ne peux pas faire ça tous les jours. Voilà. Ok. Et mais après, donc vous avez eu des nettoyages à faire. On vous a demandé, oui, ce serait pas mal que tu nettoies ci, que tu nettoies ça. Enfin voilà, ça vous est arrivé d'avoir un petit dialogue avec ce qu'on appelle des guides, des espèces d'anges gardiens qui nous accompagnent et nous disent, ça serait pas mal qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Ou l'esprit du lieu, ou en tout cas, ça vous arrive sous forme d'intuition, et où vous sentez que là, si vous en avez la capacité, ben vous devez faire quelque chose. Mais ça m'est arrivé aussi d'avoir le message comme quoi ici, t'as pas le droit. Tu vas pas plus loin, tu fais rien du tout. Ouais, tu vas tout casser, c'est pas la peine. Tu vas tout casser ou non, tu regardes même pas par où passe la ligne, tu regardes même pas. Ah oui, à ce point-là. Ouais, ça m'est c'est intéressant. rarement.
Ouais, ouais. Hein, rarement, Ouais, mais ça m'est arrivé. Ici, point, tu touches pas. Voilà. D'accord, ok, c'est intéressant. Mais Ah oui. Ok, bon, bah, très bien, c'est parfait. Justement, dans cette idée, donc il y a des églises que vous qualifiez d'initiatiques et des églises alchimiques. Alors, ouais. vous faites une différence entre les deux bon, pour vous, c'est la même chose ou en fait, ce qu'on appelle alchimique, ça répond à une tradition, bon, évidemment, donc de l'alchimie médiévale sur le plomb à transformer en or. Mhm. Après, globalement, ça reste la même chose, ça reste du travail sur soi, mais qu'est-ce que vous en dites? Enfin, ça reste. Enfin, Ben, l'alchimie spirituelle, c'est enlever ses scories oui, nos scories personnelles pour se transformer, hein, j'abrège hein, évidemment, en bien être de sûr. lumière, on va Ouais, dire ça ouais, tout à fait. en tout cas s'élever spirituellement. Mais c'est aussi le but d'une église ordinaire. Bien sûr. Maintenant, il y a des églises qui cumulent les deux. D'accord. Ça peut être à Bourges. Bourges, c'est la capitale on dit que c'est la capitale de l'alchimie. Bon, vous avez la cathédrale, mais il y a l'hôtel L'Allemand, bon, qui n'est plus visitable aujourd'hui, apparemment pour un bout de temps, avec un plafond très particulier, avec des tas de scènes alchimiques où certains pourraient y lire la recette du grand œuvre. Ça me paraît très présomptueux, mais bon. Et par contre, j'ai vu un autre plafond alchimique dans un village, une petite ville en Italie qui s'appelle Volterra, Mhm. et où là j'ai eu un très très beau sentiment sur une église ancienne. Alors c'était très curieux parce qu'il y a une église moderne, qui a 3-4 siècles, hein, Mhm. avec beaucoup de choses, mais en fait une fausse symbolique. La ligne Athéna ne passait pas dessus, et à côté il y avait une église romane bien plus ancienne, et là avec un plafond alchimique stupéfiant Ouais. qui était dans l'ombre. Et voilà. Ok. Ah bon, très bien. Et, Mais et donc le plafond alchimique en fait, qu'est-ce qu'il indiquait? Enfin, alors, c'était. en fait, je suis pas capable de le décrypter. D'accord. Hein. Il y a des gens qui passent leur vie Oui. euh, à ça, donc c'est pas moi en une heure qui vais savoir Bien sûr. transformer le plomb en or. Mais ceci dit, on va retrouver les instruments classiques de l'alchimie de laboratoire, les symboles du soufre, du sel, voilà, les cornus, mais bon, tout ça, ça a des significations, la toison d'or, etc. Ouais, ouais, tout à Tout fait. ça, Bien sûr. ça va être présent, et il faudrait beaucoup de temps pour Expliquer tout ça et ouais, décrire tout ça dans pour les par le décrire, et j'en ai pas les capacités. Ouais, tout à fait. Ok. Mais j'ai plusieurs fois rencontré des endroits où j'avais pas les capacités, où j'ai été surpris de la science qu'il y avait dans certains lieux. Oui. Ah, vous pouvez développer un exemple, hein? Ouais, l'endroit qui m'a le plus frappé sur ces 2300 km de voyage, là, c'est un endroit perdu, une petite église romane en Italie, qui s'appelle le village de Cortasone. Cortasone. Euh, Pas loin de Gênes. pas loin Pas de. loin de Gênes. C'est après Gênes, C'est après Gênes. sur la voie, sur le journal de bord, vous le retrouverez après Gênes. Ouais, après Gênes. Et où là, bon, je commence comme d'habitude à faire le tour de cette église. Et une symbolique incroyable même de l'extérieur. Donc une Hmm. petite église romane, hein, faut se mettre dans le contexte. Je suis sur un espèce d'un petit piton rocheux qui domine une petite vallée verdoyante. C'est très Ouais. très pittoresque. Cette église posée au milieu de nulle part. Le village est assez loin, Ah oui. 600-700 mètres. Et cette église-là, hein, posée là, on se demandait ce qu'elle fait. Et là, il y a une symbolique absolument incroyable. Les symboles du masculin, du féminin. Il y a une scène de coït entre un homme et une femme sur une église qui a donc Ah oui. à l'extérieur. Il y a deux endroits avec des poitrines de femmes parfaitement sculptées. On est d'accord, hein, on est sur une église romane du 11e siècle, hein. Ah oui, quand même. Ah oui, Et impressionnant. Ah oui, ah oui, c'est pas commun ça. non, c'est pas commun. Et tout un tas d'autres symboles. D'accord. Et notamment un damier, ce qu'on appelle un damier templier
qui est là pour donner le niveau d'initiation des D'accord. églises. Souvent, dans les églises romanes, vous avez un quadrillage D'accord. avec des petits carreaux. Ok. Voilà, comme ça. Et vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six rangées. Et ça indique le niveau d'initiation de Ah, l'église. d'accord. Ok. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une église avec sept niveaux. Waouh. Euh, Ah oui, impressionnant. c'était absolument incroyable. Donc déjà, la symbolique extérieure nous montrait qu'on était dans un endroit très particulier. Et j'ai eu la chance d'avoir la clé. J'y suis rentré. J'ai passé 2 heures à l'intérieur. Le type qui m'avait prêté la clé est venu me chercher parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce que je pouvais bien rester faire 2 heures dans cette petite église où il n'y avait rien à voir. Et si, il y avait tellement de choses à voir. Et là, il m'est arrivé quelque chose de très très étonnant, en tout cas qui reste gravé en moi. Parce que j'étais en train d'admirer les piliers à l'intérieur. J'ai des petits piliers, hein, pas très grands, mais là aussi, on retrouve la sirène bifide, etc. Bon. Et puis, j'avais posé mes affaires sur un banc. Je sais pas, je peux le raconter. Oui, Hein, oui, allez-y. voilà, et tout d'un coup, je laisse tomber, je sais pas, un carnet ou quelque chose. Et puis je prononce le mot de Cambronne, je dis merde, j'étais tout seul dans l'église, bon, paf, cet objet tombe par terre. Et là, j'ai senti le son me revenir vers moi, mais quand je dis vers moi, c'est à l'intérieur de À moi, l'intérieur. et avec une puissance phénoménale. Et là, je me suis dit, il y a autre chose. Et alors, D'accord. donc moi qui ne chante pas, qui ne chante jamais, je me suis mis spontanément à chanter. Ah. Et ben là, vous décrire avec des mots, c'est très compliqué, mais Et en géobiologie, on pense, le type de phénomène, l'un des phénomènes les plus puissants qu'on rencontre en géobiologie, c'est un vortex. C'était quelque chose de cette nature, c'était différent, ou c'était une entité qui était là. non, je crois pas du tout à ça. Je pense que c'était la science D'accord, de ceux qui ont construit cette église, d'accord, qui était une science énergétique considérable. d'accord. C'est-à-dire que les gens qui ont bâti cette église perdue, ils savaient pourquoi ils l'avaient mise là et ils connaissaient les effets qu'elle allait avoir sur la personne. C'est-à-dire que c'était nulle part ailleurs, en laissant tomber Oui, mon bien petit sûr, carnet de notes, j'aurais pu ressentir ce bien que sûr. j'ai senti à ce moment-là. Et avec quelle que soit la parole qu'on prononçait, elle vous revenait à l'intérieur et elle vous faisait du bien. Ah ouais, impressionnant. Donc j'ai aucune explication et justement j'en suis sorti avec le sentiment que si un jour dans ma vie j'ai arrivé à comprendre 5 ou 10% de ce que ces gens du haut Moyen Âge avaient mis comme science dans ces pierres, et ben j'en serais extrêmement heureux. Ouais. Je pense qu'on peut tous rêver. Je pense que c'est un rêve qu'on peut tous faire, un souhait qu'on peut tous émettre. C'est des Effectivement, moments évidemment. extrêmement rares où on est face à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. D'accord, très bien. On va évoquer le final de votre voyage à Gargano, Ouais. avec évidemment la personnalité très importante du coin, qui est évidemment le Padre Pio. Voilà, le Gargan, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Et puis, et Padre Pio, alors, voilà. Alors, alors, Vaste sujet, je alors sais. ouais, sujet énorme. Euh, alors, Padre Pio, il m'a suivi tout le voyage. D'accord. Quand je dis il m'a suivi, la première fois que la deuxième nuit de mon voyage, j'ai été hébergé chez des catholiques fervents en Normandie, et la dame avait une petite figurine représentant Padre Pio. Elle était allée au Gargano, elle m'avait donné une lettre à remettre Waouh. au Ah oui. sanctuaire de Padre Pio, donc dès le deuxième soir. Et très souvent, j'ai croisé la figure de Padre Pio, sa représentation sur le chemin. Et, et quand j'ai franchi les Abruzzes, après le Grand Sasso, qui est la montagne de l'Italie centrale, qui monte jusqu'à 3000 mètres. Moi, je suis simplement passé sur la station de ski qui était à côté, mais c'était 1800. Et quand je suis redescendu de l'autre côté vers l'Adriatique,
De façon tout à fait inexplicable, j'ai senti que j'étais arrivé sur les terres de Padre Pio. D'accord. Oui. Un sentiment extrêmement fort, extrêmement doux en même temps, assez mystérieux et totalement inexplicable. En tout cas, moi, je peux pas le faire. Mais j'étais arrivé chez lui. Et après tous ces efforts, après l'Italie centrale qui est vraiment pas facile à traverser à pied sur des chemins qui n'en sont pas, j'ai senti que c'était le moment des bonnes surprises. Ouais. Rappelons que vous aviez traversé peu de temps auparavant un territoire qui avait été dévasté par un séisme il y a de cela quoi. Voilà, c'était en 2016. 2016, donc, ouais. ouais. Donc, et on le voit dans le journal de bord d'Eric, on voit qu'effectivement le territoire est bien traumatisé, il y a encore des traces, des églises à moitié détruites, et donc effectivement c'était un réconfort d'arriver sur les terres du Padre Pio. Ouais. Rappelons également que en fait, le Padre Pio a grandi, que ce soit son lieu de naissance, son lieu où il a grandi étant enfant, ou le lieu San Giovanni Rotondo où il était, le courant Athéna passe sur les deux lieux. Et il a l'air d'être très important, donc à l'endroit où il confessait. Alors, Athéna passe sur son confessionnal. C'est ça. Et là, Athéna, la ligne est très très puissante. Elle fait au moins 5-6 mètres de large. Et là, on sent vraiment la force. Donc, la conjonction de la présence de Padre Pio et de cette ligne Athéna donne une énergie fabuleuse. On ne sait pas trop qui influe sur l'autre au final. On ne sait pas trop si c'est le Padre Pio qui augmente la ligne Athéna à lui tout seul par sa présence et sa sainteté, ou si c'est l'inverse, ou si c'est la présence de la ligne Athéna qui fait que le Padre Pio est mieux connecté au ciel et donc est beaucoup un peu plus saint, et donc ça augmente sa sainteté. Enfin, toujours, et c'est probablement un peu des deux en fait. Oui, voilà, c'est ça. J'imagine, en tout cas, il me plaît à croire que c'est un peu des deux. Et le compagnonnage de Padre Pio avec Saint-Michel est aussi extrêmement important dans son histoire. Il va au Gargano sur les terres de Saint-Michel. C'est pas anodin. Pour comprendre un peu l'histoire du Padre Pio, il faut savoir que le Padre Pio est le seul prêtre stigmatisé de l'histoire. Saint François d'Assise, qui est le premier stigmatisé, premier saint catholique stigmatisé, n'était pas prêtre. Tous les grands stigmatisés qu'on a eus ensuite dans l'Église catholique, il n'y en avait aucun qui était prêtre. Le Padre Pio est à la fois un grand saint et un prêtre. Et ça, c'est unique, c'est du jamais vu. Et en plus, après tous les phénomènes mystiques, tous les phénomènes miraculeux qui accompagnent l'histoire du Padre Pio sont exceptionnels dans la vie des saints. On a très peu d'histoires comparables à celle du Padre Pio. C'est vraiment un mystique absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'autre terme. Alors pour renforcer ce que vous dites, j'ai reçu une grâce extraordinaire, enfin une chance extraordinaire de pouvoir dormir dans le premier monastère où a été formé Padre Pio avant qu'il parte à San Giovanni Rotondo, et c'était un monastère de Capucins à Serra Capriola, une petite ville où je suis arrivé un dimanche soir où j'étais fatigué après une journée sous un soleil de plomb terrible, et j'étais de très mauvaise humeur parce que je m'aperçois que c'était la fête du village et je me dis je vais jamais trouver un endroit pour bivouaquer tranquillement, voilà, bon, et puis j'avance dans le village et je vais vers cette église pour laquelle j'avais pas pris beaucoup d'informations. Je savais simplement qu'il y avait un monastère qui était là. Je ne savais pas si c'était ouvert, si c'était fermé. Et là, je m'aperçois que la fête du village, c'était la fête de la paroisse, la fête de ce monastère, qui est un endroit très particulier. Parce que non seulement Padre Pio y a appris la théologie, mais c'est l'endroit où a exercé un personnage connu dans cette partie des Pouilles, qui est San Matteo di Agnone, qui est vu comme l'un des plus grands prêtres exorcistes de l'histoire de l'Italie. Donc Padre Pio a été formé dans cet endroit par quelqu'un qui était l'héritier spirituel de ce saint Matteo, un saint exorciste du 15e ou 16e siècle. Donc c'est pas anodin non plus. Et j'ai eu cette chance incroyable d'y arriver le jour de la fête de ce saint. Donc une fois par an, il y a la fête. Mais une fois tous les 7 ans, cette fête correspond avec le jour de la visitation. Donc quand Marie est allée dire à sa cousine Élisabeth qu'elle était enceinte. Qu'elle était enceinte.
Et donc ces deux fêtes correspondent donc une fois, il y a 7 jours dans la semaine, donc une fois tous les 7 ans. Et moi je suis tombé pile ce jour-là, donc il y a lieu une fois tous les 7 ans. Donc j'ai vécu un moment extraordinaire puisque j'ai pu participer à la messe avec toutes les personnes qui étaient là. J'ai rencontré une femme formidable qui m'a pris en main, qui m'a présenté à un des moines. Alors bien que le monastère il soit fermé, hein, il n'y a plus personne là. Et là je dis moi je cherche un endroit pour dormir. Et le moine dit bon écoutez, on va vous ouvrir le monastère. Il y a une condition, c'est qu'on vous enferme et demain je viendrai vous ouvrir, mais je suis obligé de vous enfermer parce qu'avec la fête, il peut y avoir des gueules saoules. Bon. Et donc, j'ai eu ce privilège immense de pouvoir dormir dans le monastère où a été formé Padre Pio. La cellule où j'ai pu dormir était à 10 mètres de la cellule de Padre Pio. Donc, ouais, absolument. Donc, j'ai vraiment pris ça comme une grâce et c'est un moment inoubliable. Enfin, ça n'a pas de prix et je mesure la chance qui m'a été donnée à ce moment-là. D'accord. Et donc, sur l'objectif, le Gargano. Alors, qu'en est-il? Vous disiez dans le précédent épisode que c'était donc c'est une grotte au sommet de la montagne. Donc on sent la présence de Saint-Michel à l'intérieur. C'est par rapport à la Sacra ou au Mont Saint-Michel normand. Comment c'était? Alors là c'était ça. C'était particulier. En fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que quand on marche vers un objectif pendant 109 jours, on y arrive dans un état psychologique un peu particulier. Oui, ça peut se comprendre. Oui. Mais là, ça a été très étonnant parce qu'au moment de l'arrivée, je l'ai raconté dans le premier épisode, mais j'ai eu une rencontre assez incroyable. Mais dans le sanctuaire lui-même, au départ, j'ai pas ressenti grand-chose. Mais c'est aussi ça le mystère de Saint-Michel, c'est-à-dire que c'est vraiment le patron, quoi. C'est pas un sentimental. D'accord. Et donc quand on marche dans ses pas, bon c'est bien. J'avais fait le boulot. D'accord. Mais bon, c'est que le début, quoi. Ouais, voilà. Tu l'as fait, mais on savait que tu allais le faire. Donc, en fait, c'est un peu ça. Bon, je vous le dis rapidement là, mais c'est ça. Par contre, je suis resté 48 heures à monter Sant'Angelo, qui est cette petite ville où il y a le sanctuaire de l'Archange. Et dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai pris beaucoup plus le temps. Et là, j'avais tout un tas de messages. Tout ce que j'avais colporté, pris sur ma route avec moi, les prières des gens, les mots, les demandes. Et donc, j'ai passé de nombreuses heures seul à l'intérieur de cette grotte en haut de la montagne. Pour m'occuper des messages qui m'avaient été confiés. Donc je les ai confiés à mon tour à l'Archange en essayant d'oublier personne. Très bien. Oui, nous on avait salué effectivement sur la carte des hauts lieux, on avait salué votre arrivée parce qu'on vous suivait, on suivait ce qui est en train de se passer, on relevait un peu votre chemin, votre pèlerinage et donc effectivement on vous a salué de loin, on avait vu la performance. Étant nous-mêmes pèlerins de Compostelle, on sait ce que c'est de marcher à 2000 km. Donc, effectivement, on a pu apprécier la performance en connaisseur. Avant de conclure et avant de parler de vos autres projets, j'aimerais faire un petit encart sur votre expérience spirituelle. Vous avez pu avoir, à un moment donné, vous avez eu une messe qui a été importante pour vous. Alors, il y a eu un endroit spirituellement fort, il y a eu, je crois, Mions, et puis vous avez eu un office où vous avez une communion importante, vous me disiez en préparant cette émission. Oui. Alors, moi, simplement pour vos auditeurs, je ne suis pas catholique pratiquant. Hein, je suis chrétien, j'ai aucun problème à me dire catholique et puis évidemment j'ai un respect immense et une appétence pour la foi. Donc ça c'est bien clair et pour la première fois de ma vie, j'ai reçu la communion du vin et du pain, puisque l'hostie avait été trempée dans le vin, et j'ai reçu l'hostie directement sur la langue. Et pour moi, qui avait déjà cheminé depuis pas mal de semaines sur des hauts lieux énergétiques, je pense que j'étais en harmonie ce jour-là. C'était dans un monastère en Italie.
et j'ai senti un bienfait en moi immense, D'accord. Que vous n'aviez immense. jamais senti avant. Non, que j'avais jamais senti avant. Donc pour moi, ça a été une réelle expérience mystique, hein, Très bien. de recevoir cette communion de cette façon-là. D'accord. Et j'ai pu expérimenter le fait qu'énergétiquement, si la communion est donnée de cette façon, euh, elle apporte nettement plus. En tout cas Alors, pour moi à ce moment-là. oui, alors, en tant que catholique, je me permets de préciser, Bien sûr. évidemment, on peut recevoir la communion sur la langue. Non, toutes les communions sur la langue que vous allez recevoir ne vont pas faire cet effet, malheureusement. Mais là, c'était tout à fait l'état énergétique, tout le travail, et c'était tout le travail qu'Éric avait réalisé sur le pèlerinage, qui culminait en partie à ce Oui, moment-là. Il y avait le travail énergétique, le travail spirituel, et plus une certaine manière de recevoir le sacrement qui a conduit à ce moment précieux, ce moment mystique qui est très, très important. Après, tout à fait. effectivement, soyons réalistes, chaque fois qu'on communie sur la langue, même sous les deux espèces, nous n'avons malheureusement pas ce type d'expérience mystique. Mais oui, oui, mais après, effectivement, bah, c'est tout le chemin du pèlerinage, quel que soit votre pèlerinage est fait pour ça, c'est-à-dire que l'énergétique, elle est faite quand même pour vous aider, pour vous accompagner vers le spirituel et vous permettre tout simplement de communier avec, vous l'appelez comme vous voulez, avec Dieu, le grand tout, le grand un, l'unité, ce que vous voulez, mais c'est là pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais c'est bien, mais c'est effectivement, et voilà, et c'est tout le sens du pèlerinage. Pour moi, l'expérience de cette ligne, et le sens de cette ligne, il est spirituel. Ah oui. S'il y a autant de mystiques qui sont nés, qui ont vécu, qui se sont développés, qui ont prêché sur cette ligne, Hmm. voilà, Oui, c'est pas complètement un hasard. c'est pas complètement du hasard. On en est loin. Donc sa nature, je n'en ai aucune idée. Mhm. Est-ce que c'est à la portée de l'être humain de connaître la nature de ces lignes telluriques? Je n'en sais rien. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui d'expérience que cette ligne, elle est là vraiment pour créer du spiritus, Ah oui, bien sûr. créer de l'Esprit Saint, elle est là pour le bienfait Bien fait de la de l'homme. population et créer un meilleur lien entre l'unité, la divinité et l'homme, voilà, pour le grandir. Absolument. Avant de conclure, donc quels sont vos projets? Donc là, vous avez déjà fait un très beau projet. Vous avez unifié. Vous êtes parti du Mont Saint-Michel en Normandie. Vous êtes allé jusqu'au Mont Gargan. Quelle est la suite? Eh ben, Next. il faut que je revienne. J'ai marché sur le courant féminin. Donc, Exactement. si ça veut dire qu'il y a un courant masculin. Ouais, Donc, voilà, dans l'autre sens. Cette fois, donc il dans faut. l'autre sens. Donc, donc il faut, avant de franchir l'Adriatique et de partir vers la Grèce, je vais remonter. Donc, je partirai, alors non pas du Gargano, mais même d'un peu plus bas, de Bari, ou à Oui, côté. la ligne masculine, donc la ligne Ouais. Saint-Michel, en fait. Alors, il y a des intersections, elles se croisent, elles se recroisent, mais parfois il y a de la mer parfois elle passe sous la mer à des endroits, et donc, mais la ligne à Apollon-Saint-Michel, là, ne passe pas sous la mer, elle va presque au sud de l'Italie, donc effectivement du Voilà. côté de Bari, à peu près. Voilà, c'est Venez, ça le courant venez. masculin. Voilà, il passe à Bari avant de partir vers la Grèce. Mais donc je vais partir de là. Donc paf, j'arriverai au Gargano, les deux lignes se croisent et puis je remonterai jusqu'au Mont Saint-Michel. Ah, bah, Mais super. ça c'est que la deuxième partie. Après il y aura une Ah, troisième bien sûr. partie puisqu'il y a le monde grec. Hein. Enfin là, il y a le Exactement. Péloponnèse et puis il y a deux îles grecques sur lesquelles je dois aller. Et puis je terminerai un jour par un peu de marche à pied en Cornouailles anglaise et puis en Irlande. Mais en Irlande, hein, il faut prendre le bateau pour Oui, aller au alors en Scaling Irlande, il y a peu Mountain. de choses il y a peu de choses à pèleriner, puisque en fait, il s'agit d'une île. En Cornouailles, on peut marcher dessus. Enfin, après, en Angleterre, il y a aussi des courants telluriques, des transversaux, mais là, C'est autre chose, ça. Camille Schmiller a pu cartographier également, mais là, c'est pas la même chose. Même si je sais bien que l'actualité est très tendue en ce moment,
moment, mais évidemment, mais je suis obligé de poser la question. Israël, Ah bah oui, bien sûr, mais bon. il n'y a pas forcément grand-chose à marcher là aussi. Alors, il n'y a pas grand-chose à on marcher, regarde Israël. mais évidemment, les deux extrémités de la ligne, que ce soit l'Irlande ou l'Israël, c'est évidemment un point particulier, puisque la ligne s'arrête au Mont Carmel. Donc c'est pas rien non plus. Derrière, il y a la plaine d'Armageddon, Il y a le mont Tabor il aussi. y a le je mont crois, Tabor. le mont de la transfiguration du Christ. Voilà. Après, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petites ramifications qui aillent jusqu'à Jérusalem. Il faudrait les tester, il faudrait voir sur le terrain précisément. Bon, c'est pas ce qu'indique Hamish Miller dans sa cartographie, mais voilà, Après, c'est une hypothèse que je soulève. on dit que la ligne, en fait, au Mont Carmel se divise en trois. Ce qui est quelque chose d'assez commun en géobiologie D'accord. sacrée, Oui. où des grandes lignes peuvent, les courants peuvent se séparer Oui. en trois parties pour revenir, pour se rejoindre après à d'autres endroits. Ultérieurement. Mais ça, pour l'instant, je n'en sais Oui, rien du voilà, tout. Et il n'y a pas vraiment de littérature non, là-dessus. là, on a très peu d'éléments, tout simplement parce que la suite c'est l'Arabie Saoudite et que l'Arabie Saoudite on peut pas y aller comme ça, on peut pas explorer ainsi. Mais voilà, mais déjà reconnaître ce qui existe en Occident, en Europe, déjà bien connaître nos courants telluriques. Et d'ailleurs, je fais appel à nos éditeurs pour dire que nous sommes intéressés de cartographier les courants telluriques qui se dirigent vers Compostelle. Si vous y connaissez en énergétique et que vous connaissez le courant tellurique des chemins de Compostelle, nous sommes intéressés, nous cherchons à les cartographier. Donc nous faisons ici un appel aux bonnes volontés. Mais oui, évidemment que ça se prolonge au-delà et que ça va encore au-delà et qu'il y a encore des choses à découvrir sur ce point-là. C'est évident que ça ne s'arrête pas là. Un grand merci Eric, un grand merci. Mais c'est moi. À la fois d'avoir réalisé tout ce chemin, tout ce pèlerinage et en même temps d'être venu jusqu'à nous pour réaliser ces 2 émissions. Ce fut un très grand plaisir pour moi, puisque j'estime que pouvoir partager à ma modeste mesure, ça fait aussi partie de cette mission et de ce que je dois faire en rapport avec cette ligne. C'est clair. Un grand merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous trouverez l'adresse de la carte des hauts lieux en description ainsi que le journal de bord d'Eric. Vous aurez sur la carte les lignes Apollon, Saint-Michel et Athéna avec une précision un peu probablement de l'ordre de la centaine de mètres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous former en géobiologie sacrée. Ne faites pas n'importe quoi sur les lieux, il faut savoir les respecter. Mais allez-y, prenez le temps de les sentir. Prenez le temps de monter, soit en énergétique, en spiritualité. C'est très important. Un grand merci, Eric. Merci Jean, merci à vous tous. Au revoir, à bientôt et à la prochaine pour un prochain épisode du Triskel.